Et c'est là que tu dis, il va falloir que je trouve une putain de lumière parce que sinon ça va pas aller, quoi. Ouais. Et c'est là qu'en fait j'ai commencé à consulter parce que j'ai eu justement des débuts d'idées suicidaires, en OK. fait. Et Oui, on s'est connus il y a maintenant déjà 4 ans maintenant ouais, et on s'est un peu recroisés par hasard à Neuchâtel c'est juste. Enfin. et question un petit peu banale, un peu, voilà, c'est pas de la politesse, mais Mm. comment tu vas aujourd'hui, Eleanor? Euh, C'est hyper dur pour moi de te répondre parce que là, tout de suite, je suis hyper bien avec moi-même. Et je pense que tu m'aurais posé la question il y a 6 mois en arrière. Je Ouais. t'aurais dit, en toute sincérité, ça va pas du tout. Et mais maintenant, c'est trop cool. Maintenant, c'est trop bien. Mais pourquoi c'est trop bien maintenant? Parce que je me suis salement cassé la gueule l'année passée. OK. Et petit burn-out, petite dépression, grosse perte de repères, en fait. Vraiment, hallucinant. Burn-out, Ouais. dépression, Mhm. OK. Et je pense que tu entendras pas mal de gens maintenant qui vont te dire que ces deux-là, de toute façon, vont de pair. OK. Déjà, le burn-out, tu te crames. Donc, t'as tout qui... Enfin, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire un matin, je pouvais plus me lever pour aller bosser. Un lundi matin, j'étais là, non, non, mais c'est pas possible. Là, si j'y vais, je vais volontairement pas regarder en traversant la route et j'espère qu'il y a un camion qui passe, en fait. OK. Quand j'ai commencé à penser comme ça, je me suis dit, non, là, il y a un truc qui péclote, quoi. Ça joue pas. Et arrêt maladie. Et le burn-out, de l'accepter, c'est déjà une première chose, parce que tu te dis, ok, je peux plus bosser, ou en tout cas plus dans les circonstances d'avant. Et puis après, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est de me dire, ok, mais si je peux pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait? Et, euh, et c'est très chose, parce que t'as toute une remise en question qui te va avec. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'était de me dire, mais tout était parfait sur mon plan de vie. Fiancé, appart, le job à 80% relax, dans un bureau, etc. Et puis quand tu te lèves un matin, puis tu te dis, ouah, je suis pas contente avec tout ça. Mhm. Oh, déjà, il y a une énorme culpabilité qui vient se mettre en place. Qui dit, mais comment j'ai le droit de pas être heureuse alors que je coche toutes les cases? Premier burn-out? Ouais. Et pas le droit d'être heureuse, genre, Mhm. tu dis ça, tu dois avoir le droit d'être heureuse, ou Ouais. c'est plutôt de la culpabilité? Non, culpabilité à fond. Culpabilité. Culpabilité à fond, parce que nous, sur le plan et puis de comment on a grandi, comment moi j'ai été élevée, j'avais tout. Vraiment, j'avais tout. J'étais heureuse en couple, heureuse au taf. Et tout était OK. Je veux dire, j'avais un bon salaire, je bossais à 80%, donc je finissais ma semaine le jeudi soir. J'avais un week-end de 3 jours. Euh, je faisais un taf relativement cool où c'est que j'étais dans le marketing, en plus pour une marque de café. Donc, tu vois, c'est pas non plus le gros machin pour Nestlé. Et, et puis non, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, ouais, comme je te dis, quoi, je pouvais plus. Et de là est partie la reconstruction, quoi. Tu l'as vu venir? Non, parce que c'est ce que plein de gens disent. Et plus t'entends quelqu'un te dire ça, je trouve, plus tu sais que ça va leur tomber sur le coin de la gueule, c'est non, mais pas moi. Ouais. Le non, mais pas moi, il est évident. En fait, il y a un truc typique que j'ai appris, c'est que plus t'es perfectionniste, plus tu t'ouvres à faire un burn-out. Mhm. Dans la vidéo où on en parlait d'anxiété avec Jehan, Ouais. c'est drôle parce qu'il a aussi commencé comme ça en disant mais non, en fait, moi, l'anxiété, je suis intouchable. Ouais, c'est ça. Et il le disait un peu avec un joli sourire, tu À vois. fond. Et il se disait non, je suis intouchable et jamais. Et il comprenait pas pourquoi les gens, il comprenait pas comment tu peux être anxieux, tu vois, dans la vie, parce Bien qu'il dit, sûr. bah, on a tout, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez drôle que C'est ça exactement revienne ça. dans chez toi aussi. Exactement. Parce que tu te dis, j'ai quand même passé par des trucs, j'ai quand même été dure à des moments où il a fallu l'être, et puis ça a fonctionné, ça m'a servi. Et puis quand t'as un truc qui te paraît aussi con qu'un taf de 8h à 5h, et que tu n'y arrives pas, waouh, la remise en question de violence. Mm. Mais tu rattaches ton burn-out vraiment au travail, Ouais. Oui, à parce que... l'aspect professionnel. Ouais, parce qu'en fait, il se passe un truc pour moi, c'est que je suis entourée de personnes qui font un taf où c'est qu'au minimum, ils sont OK avec ce qu'ils font. Au minimum. Après, c'est pas forcément le taf de rêve. Il y a mieux à faire, mieux à trouver.
Mais au minimum, ils sont OK et c'est pas, ben, voilà, bon, après, il faut prendre aussi en compte qu'on vit en Suisse, on n'a pas trop des tafs de merde où c'est qu'on n'est pas loin de l'esclavagisme, et cetera, tu vois? Mais toutes les personnes qui m'entourent font un taf où c'est qu'ils arrivent à y trouver, en fait, un minimum de joie ou de plaisir. Et moi, j'ai une sale tendance dans tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant au niveau du taf, c'est qu'au début, c'est cool, puis ça dure 6 mois. Et après, je suis là, OK, bah, j'ai fait le tour, je m'emmerde. Mhm. Et en fait, chaque fois, c'est ça qui s'est passé pour moi. Donc, j'ai changé, j'ai un CV bientôt long comme le bras parce que j'ai changé plein de fois de taf. Ouais. Mais chaque fois, c'est le même problème, c'est que je finis par m'emmerder, en fait. Et je suis là, ben voilà, j'ai appris ce qu'il fallait faire, j'ai vu comment ça fonctionne. La suite, quoi, tu vois? Alors que, en fait, typiquement, l'entreprise où j'étais quand j'ai fait mon burn-out, il y avait plein d'aspects. N'importe qui m'aurait dit, t'as des aspects hyper cool, etc. T'es bien payé, machin. Et de l'autre côté, je dis, ouais, mais moi, ça me suffit pas. Mm. Quelque part, je préférerais avoir moins de ces aspects-là et qu'on me donne plus, je sais pas, de côté peut-être de recherche, de développement, ou vraiment un sentiment d'utilité, en fait. Mais tu sais qu'est-ce qui te manque? Maintenant, je le sais parce que j'ai fait tout un travail avec une coach pour savoir exactement quelles sont mes valeurs. Et ça, je le conseille à tout le monde, vraiment. De pouvoir mettre les termes sur ses valeurs propres, c'est hyper important. Mhm. Et ben, typiquement, en 2021, j'ai été élue au Grand Conseil de Neuchâtel, pardon. Je suis devenue députée pour les Verts. Et ça aussi, j'ai lâché, naturellement. Et typiquement, chez moi, une de mes grandes valeurs, c'est l'écologie, la protection de l'environnement, etc. Et dans le boulot où j'étais, c'était impossible de mettre ça en place. Impossible. Et du coup, je me retrouvais à faire des posts pour les réseaux sociaux. Et j'étais là, je viens de passer 1 heure à faire un post pour les réseaux, que les gens vont regarder, s'ils le regardent pendant 2 secondes, juste pour vendre un truc auquel je ne crois pas. Et qui, en plus, n'est pas tant écolo et met en valeur ces aspects-là. Au contraire, au bout d'un moment, j'ai fini par voir le café comme le jus profond du capitalisme, en fait, ce qui nourrit, si tu veux, ce qui fait qu'on fonctionne, puis qu'on peut aller nourrir la machine, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais, c'était ouf, c'était ouf. Moi, j'ai jamais vraiment vécu un vrai burn-out à fond, la totale. Par contre, je pense que je suis pas passé loin Ouais. quand je bossais dans l'événementiel. Ah, waouh. Et je pense que je me suis arrêté à temps. Enfin, j'ai attendu. T'as su mettre le stop où il fallait? En fait, moi, si ça s'est passé comme ça, Ouais. c'est qu'en fait, le job dans lequel j'étais, tout avant que je prenne ce job me disait n'y va pas. Mais en fait, j'avais envie de voir par moi-même. Tu vois, Ouais, à fond. les avis de l'entreprise et de l'équipe Ouais. et de la culture d'entreprise disaient entreprise horrible, n'y allez pas. Oh, waouh. Et Ok. moi, je me disais, en fait, l'événementiel, c'est dans ma tête depuis 2-3 ans. J'ai envie de faire ça. Mon salaire, je sais que ça allait faire de là à là, Ouais. mais j'arrivais quand même à m'en sortir et tout. Et je me suis dit, j'y vais quand même. Jusqu'au jour où tu as un de ces talks avec ta PM, ta manager, qui te dit, Marco, là, tu performes pas assez. Puis en fait, là, moi, je me suis dit, ben ok. Ouais. Et du coup, je me suis dit, soit je quitte tout de suite. Ouais. Et à l'époque, ma partenaire, elle me disait, mais Marco, mais barre-toi de là, quoi. Ouais, ouais. Parce que vraiment, ça allait pas. Mais du coup, je me suis dit, bah non, en fait, je vais juste attendre qu'ils en aient vraiment marre de moi. Et qu'eux te virent, en fait. Ouais, Hein. mais pour plein de raisons différentes. Hein. Des raisons peut-être aussi économiques, etc. Bien sûr. Mais et le jour où en fait, voilà, on a mis un terme à mon contrat, bah, je me suis dit, bah, très bien. Parfait. Mais la question que j'avais pour toi, c'est, en fait, du coup, moi, j'ai pas vécu tout le truc. Toi, c'est quoi ton vécu du burn-out? Comment ça s'est manifesté et à quel moment tu as dit, là, je peux plus me lever, tu vois? Ouais, la goutte d'eau qui a vraiment fait déborder le vase, c'est que j'ai dû gérer, entre guillemets, une phase de crise juste avant que je puisse plus bosser. Et je l'ai super bien géré sur un sujet qui, en plus, je suis pas forcément championne, mais ben voilà, petit hack informatique, ce genre de truc. Et suite à ça, j'ai dû gérer toute seule du coup parce que responsable absent. Et puis, en plus de ça, à ce moment-là, j'avais augmenté mon 80 à 90% pour pouvoir filer un coup de main à mon responsable de département parce qu'ils avaient viré un collègue. Donc moi, j'ai accepté de monter à 90 pendant 3 mois. J'ai géré cette crise à la fin. Et une fois que c'était terminé, je me suis dit, bon, ben, ça fait plus d'1 année que je suis là. Je vais demander une promotion.
Et j'étais tellement ouverte sur la promotion que même pour moi, c'était pas forcément une augmentation de salaire. J'ai dit, ça peut être une amélioration de mon lieu de travail, par exemple un bureau debout, tu vois, ou ce genre de choses. Et j'ai même pas eu de discussion. En fait, on m'a répondu par mail, tout simplement, il y a de nouveaux cadres qui sont engagés. On n'a pas, on n'a pas les moyens. Et ça a été un manque de considération. En mode, je me suis proprement parlé défoncer le cul. Et c'est ça qu'on me renvoie derrière. En fait, j'étais là, mais en fait, je peux pas. Je crois pas. En fait, ça venait aussi de moi. Je croyais pas suffisamment à l'entreprise pour pouvoir accepter ce genre de choses, quoi. De là a suivi le reste, quoi. Ouais. J'ai lu un truc, quelqu'un définissait le fait que le burn-out, c'est on te demande ça, et par contre, on te donne pas forcément les outils pour y arriver. Exact. Parce que apparemment, c'est très théorique, quoi, mais si on te met dans les conditions de faire ça, avec les outils, avec le salaire, avec la flexibilité, bien sûr. En fait, les gens ils se disent oui, je connais les tenants aboutissants, ça passe. Exact. Mais le problème, c'est qu'il y a souvent un décalage entre le... Complètement. Mais en termes plutôt de symptômes. Ça a été compliqué. Déjà, il y a eu le jour où c'est que j'ai appelé mon médecin et que j'ai plus pu aller bosser depuis là. C'est juste que je pouvais plus sortir de chez moi. Je suis restée cloîtrée chez moi, je pense, facile 1 ou 2 mois, quoi. Mais en mode, c'était le lit, quoi. C'était lit, canapé, la malnutrition aussi, de fou. On est quoi, en avril? J'ai arrêté en juin, l'année passée. Et j'étais à fond dans le sport à cette période. Donc musculation à fond, j'allais 3-4 fois par semaine. Je mangeais en conséquence. J'étais à 75 kilos et maintenant je suis à 60. J'ai perdu 15 kilos en total. Parce que tu dis malnutrition, juste pour être clair sur le terme, c'est quoi? C'est que tu as arrêté de manger ou bien tu mangeais plus? J'avais un truc hyper, si tu veux, pas contrôlé, mais j'étais en mode, ce que je veux, c'est prendre du muscle. Donc je mangeais à fond, mais du coup, je faisais du sport en conséquence aussi, tu vois. Et franchement, je me portais bien, puis j'avais un corps qui était, le terme que j'aime bien utiliser, c'est utile. Mon corps me portait, j'avais pas mal en me déplaçant, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça est passé à la flotte. J'avais plus faim, j'avais plus encore mais l'envie de faire du sport, mais laisse tomber. Donc rien que me lever du lit, c'était un effort. Et ça, c'est violent. Et il y a aussi le truc de tout me touchait à outrance. Là, c'est là que j'ai su que j'étais en train de virer dans la dépression. Tout était triste, tout était nul à chier. Et de toute façon, mais pareil, quoi, c'est le moment, c'est que tu fous vraiment la tête dans le tunnel. Et il n'y a pas d'échappatoire. Ouais. Et c'est là que tu dis, il va falloir que je trouve une putain de lumière, parce que sinon, ça va pas aller, quoi. Ouais. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à consulter, parce que j'ai eu justement des débuts d'idées suicidaires, en fait. Ok. Et ça a été... j'ai eu des proches qui sont partis en se suicidant, j'ai connu des gens, et puis de nouveau, comme le burn-out, tu te dis, non mais pas moi. J'en sais trop, je me suis renseignée sur le truc, ça m'arrivera pas. Tu peux pas trop te préparer à ça, ou bien? Mais non. C'est un peu, il me semble que c'est un peu le... Vu qu'on en parle beaucoup, et vu que c'est une thématique qui touche énormément de gens, il me semble que plein de gens se disent, ah non mais ouais, effectivement, je bosse beaucoup. Et il faut que je fasse du sport, il faut que je me repose parce que sinon c'est burn-out. Et du coup, les gens y croient. J'ai l'impression, je peux parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc de se dire ah ben non, j'ai une super maison, j'ai un copain ou une copine incroyable, et puis je peux pas partir en burn-out. Non, mais c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme moi, je cochais toutes les cases. Quelle est la raison qui fait que je suis pas allée bien, que j'ai pété mon câble? Parce qu'en fait, tu peux cocher toutes les cases. C'est pas pour autant que cocher ces cases-là, ça te convient, en fait. Et il est là, l'espèce d'énorme amalgame de fou qu'on fait, c'est de croire que parce que tu corresponds à, entre guillemets, ce que la société attend ou attendrait éventuellement de toi. Ça n'a rien à voir. Toi, ton burn-out, tu l'as associé. Ça s'est traduit en dépression? Ouais, de fou. Parce que, en fait, moi, je n'ai toujours pas trouvé, si tu veux, entre guillemets, comme certains disent, ma voie. Mais par contre, j'ai envie d'aller le découvrir. Pour moi, c'est hyper important. Je te dis, quand je bossais à l'époque, le premier truc qui me saoulait le plus, c'était de me dire, je suis 8 heures dans un bureau à faire des trucs dont les gens n'ont rien à foutre. Tu te rends compte, 8 heures, ce que c'est dans une journée et de ce qu'un humain est capable de faire en 8 heures.
Et moi, j'étais là, non, mais ça... Mm. Et le sentiment d'inutilité était hyper fort. Et quand je suis tombée en burn-out, j'étais là, mais si ça me va pas, je suis vraiment inutile. Mais non seulement dans l'entreprise, mais aussi aux yeux de la société, justement. J'ai tout pour être OK. Qu'est-ce qui fait que chez moi, ça cloche, quoi? Ouais. Tu vois? Ouais. Et de là, s'en a suivi le truc de se dire, mais... Parce qu'en fait, si tu veux, ça, je pourrais pas te dire vraiment si c'est la dépression ou le burn-out qui a eu cet effet-là. Moi, ce que j'ai vécu, c'est comme si... J'aime bien catégoriser dans la vie. Et je sais pas si t'as déjà joué aux Sims. Non. Pour gérer tes Sims, t'as toujours un truc genre... est-ce que t'as suffisamment mangé? Est-ce que t'as suffisamment dormi? Le taf, vie relationnelle, machin, etc. Et avant ça, je pensais tout savoir à peu près où j'en étais, à niveau quoi. Burn-out, dépression, boum, tout à zéro. C'est quoi mes repères? C'est quoi les trucs que j'aime vraiment faire? C'est quoi les trucs? Et t'as bientôt 30 balais et tu remets tout ça à zéro? T'es là, mais what? Et en fait, le truc de dingue, c'est là que moi, les idées suicidaires sont arrivées, c'est qu'il y a eu un peu un truc où c'était, si je ne fonctionne pas dans ce que la société attendait de moi, ou ce que je croyais qu'une vie parfaite était faite pour moi, dans quoi je vais fonctionner? Donc, si tu veux, le chemin A, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce que ça va être le chemin B? Mais le chemin B, ça veut dire que tout ce qui était au chemin A, je vais devoir l'abandonner ou le laisser derrière. Et j'étais là, non, mais c'est pas possible, il va me falloir un chemin C, en fait, un truc qui joue un peu entre les deux. Et pendant très longtemps, j'ai cru qu'il n'y en avait pas. Et puis j'étais là, en fait, je peux pas choisir entre les deux. Et quitte à ne pas choisir, je préfère m'enlever la vie, en fait. Mais c'est d'en arriver à penser ça, alors qu'on est dans un monde en 2024 où c'est qu'on a... je veux dire, les solutions, elles se trouvent, tu vois. Par exemple, tu as une relation à distance. Je veux dire, c'est pas comme à l'époque où c'est qu'il fallait faire par pigeon voyageur et puis tu t'écrivais des lettres et tu avais des réponses tous les 3 mois. Dire, on a la visio, on a ce genre de choses, tu vois. Mais en fait, ça devient... tout est grave. Tout est grave, tout est terrible. Et il n'y a plus de gris, en fait. Tout est noir ou blanc. Ouais. J'ai pas vécu ça autant loin que toi, mais j'arrive un peu à m'identifier à ce truc de perte de sens totale et perte d'envie de faire n'importe quoi. Même les trucs qui te font vibrer le plus dans ta vie, tu vois. Exactement. Moi, je sais que mon taf, je suis assez épanoui, mais c'est pas le truc qui va me nourrir le plus dans ma vie. Mais tu vois, alors la musique, le sport, c'est des trucs qui me font super kiffer. Et je trouve chaud quand, en fait, quand même ces trucs-là, t'as plus envie de les faire, t'arrives plus à les faire. C'est ça. Alors que normalement, c'était vers ces trucs-là que tu reach out. En mode, t'allais te chercher, puis t'allais te dire, bon, bah, le taf, ça m'a clairement pas nourri, au contraire. Du coup, normalement, tu vas chercher vers le sport, tu vas chercher vers la musique, etc. Puis tu te rends compte que même ça, il n'y a plus. Et quand tu découvres ça, t'es là, bah, il va falloir que je me reconstruise, en fait. De A à Z. Et faire ça quand t'arrives à un certain âge, c'est là, ah, waouh. Moi, je sais pas si c'est un bon âge pour le vivre, quoi, mais... Je pense pas, je pense qu'au contraire, le plus tôt, c'est le mieux. Oui. Parce que j'ai côtoyé pas mal de personnes où c'est que ils ont vécu ce que, du coup, nous, on a connu, mais une fois arrivés à la retraite. Et là, le sentiment d'inutilité, il est grandissant, en fait. Parce qu'on les a... Du coup, c'est notre génération qui ont été bossés, mais au corps, à qui on a dit faut taffer, sinon vous êtes inutile. Et ils se retrouvent à la retraite et il n'y a plus d'utilité. Ils savent plus ce qu'ils aiment en dehors du taf. Et là, par contre, devoir récupérer 60 ans de thérapie, chaud, hein. Ouais, clairement. Et puis en plus, peut-être qu'aujourd'hui, nous, on a accès facilement aux thérapies, parce qu'on en parle et puis que c'est ça. On a réussi à démystifier, enfin, pas pour tout le monde, mais... Mais démystifier la chose, quand même, bien sûr. Alors qu'en fait, peut-être nos parents, tu vas chez le psy, t'es fou, quoi. Ouais, mais c'est clair. C'est clair. C'est va des rétro-satanas ou ce genre de truc, quoi. T'as ça de l'internement, alors que non. Ok, mais du coup, t'as mentionné 2-3 fois l'aspect du suicide. Ouais. Tu veux... À fond. Comme je t'ai dit, moi, j'ai connu des gens qui sont partis comme ça, etc. Et puis, j'étais persuadée que moi, ça allait pas m'arriver. C'était pas possible, parce que du coup, je m'étais intéressée au sujet. J'avais compris pourquoi les gens allaient dans cette solution-là. Et quand moi, j'ai commencé à penser à ça, je peux même, maintenant, en t'en parlant, me reconnecter, entre guillemets, à la facette de moi qui pensait comme ça. Je sais exactement pourquoi elle faisait ça, parce qu'elle était démunie. T'as plus... C'est vraiment... T'es sans échappatoire.
Et ce qui est fou, c'est qu'avant, tu m'as demandé si j'avais déjà vécu ça par le passé. Et je pense que j'ai eu des prémices de ça quand, en 2018, j'ai été faire l'armée. Et je m'étais inscrite à l'armée à l'époque. Et je suis partie à Aérolo pour faire recrue sanitaire. Et j'ai tenu 1 mois avant d'avoir mes premières pensées suicidaires. Et en fait, ça s'est démontré par un rêve dans lequel je me foutais par la fenêtre de la caserne. Et en me réveillant, j'étais soulagée. Et là, je me suis dit, meuf, il y a un truc qui joue pas. T'étais soulagée de pas vraiment avoir fait le geste. Alors, non, justement. Le sentiment, tu sais, normalement, tu fais un rêve, tu tombes d'une fenêtre, tu te réveilles, t'es en sueur, t'es là, ah, c'est pas vrai, trop content. Là, j'étais un peu entre le ah merde, c'est pas vrai, et le truc de oh, ça m'aurait fait du bien. Tu vois, vraiment ce truc de l'échappatoire, en fait. J'avais trouvé un moyen de me casser de là, parce qu'en plus, quand t'es à l'armée, tu te dis vraiment, mais c'est plus possible d'en sortir, en fait. C'est le truc le plus haut, tu sais, un peu dans les catégories de la vie avec lesquelles t'as pas envie d'aller chercher des emmerdes. Et là, je m'étais... Et en plus, en tant que femme, donc j'avais voulu y aller. Donc t'imagines le poids que j'avais d'avoir voulu faire un truc, je me retrouve dedans, et je suis là, non, mais en fait, excusez, je me suis trompée. Ça va être embêtant un peu. Et de revenir en arrière sur ces choix-là. Et tout ça, je l'ai revu en thérapie. Et du coup, je sais que c'est pas que je suis sujette à, mais j'étais déjà passée une première fois par là. Et là aussi, où ça a été dur pour moi, c'était de me dire, j'ai vécu des pensées suicidaires quand j'étais à l'armée. Et là, j'en avais de nouveau, mais j'étais pas du tout dans un concept, dans un contexte, pardon, autant violent ni quoi que ce soit que l'armée. Juste un taf, hein. Juste un boulot. Et voilà. Du coup, t'as eu des idées, t'as eu des pensées. Ouais. Bon, t'es là. Ouais, je suis là. Ouais, à je fond. suis méga content que tu sois là. Parce que, Tout pareil. non, mais parce que voilà, ça, pour n'importe qui, mais enfin, moi, ça m'aurait touché en tant que connaissant, etc. Ouais. Qu'est-ce qui t'a sauvé en quelque sorte? Je sais pas si on peut dire ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est quand j'ai commencé à en parler. De voir la douleur que ça créait chez les gens, alors que pour moi, c'était un soulagement et que c'était quelque chose que plus d'y penser, limite, ça me faisait du bien. Quand je vois le mal que ça faisait aux autres, la tristesse qu'il y avait, comment ils pouvaient se sentir désemparés, j'étais là, oh waouh. Tu dis l'impact que ça aurait eu sur tes proches, ton entourage, si t'avais... En fait, j'ai eu le courage d'en parler autour de moi. Parce que je savais que je commençais à devenir sérieusement dangereuse pour moi-même. Ou c'est que c'était plus juste des... ça serait drôle de mourir. Non, c'était vraiment des trucs en mode... il y a quoi qui serait OK dans les trucs, dans les façons de partir, et il y a quoi auquel je songe pas du tout. Si tu veux, il y avait des plans, en fait. C'est un peu ce qu'on dit quand tu arrives chez le médecin, c'est dit, est-ce qu'il y a des plans? Et j'étais arrivée au stade de oui, il y avait des plans, clairement. Je vais pas les donner, hein, clairement. Éviter d'en arriver là. Mais d'oser en parler aux gens, pour moi, ça a été révolutionnaire parce que j'étais là. Ah ouais, ok. Donc moi, le fait que je parle de suicide et que ça me fait du bien d'en parler, mais parce que il y a une idée, il y a un coin dans ma tête qui, quelque part, idéalise ça. En fait, chez les autres, c'est pas du tout ok. Et cet effet de miroir, en fait, on en a tellement besoin dans ces situations-là. C'est un truc de ouf. Vraiment. D'en parler à des gens, à ton entourage ou à ton partenaire À tout le monde. À tout le monde, vraiment. Enfin, pas à tout le monde, parce que voilà, mais... À ton spécialiste ou plutôt... Partenaire, déjà. Ouais. Parce que du coup, là, c'est un premier truc. Moi, j'en ai parlé à mon partenaire, j'en ai parlé à ma famille aussi. J'en ai parlé à des amis, même si c'était pas forcément des amis très proches, mais j'en ai parlé. Et presque tout le temps, les réactions que j'ai eues, c'est « Toi ?» Et j'étais là « Ben ouais, les gars. » Et du coup, il y avait chaque fois beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de non, mais ça va aller. Enfin, tout d'un coup, les gens reach out. Et en fait, c'est ça. Là, je suis arrivée dans une espèce de deux états différents. Il y a soit le truc en mode putain, faut que j'en arrive là pour que les gens s'inquiètent. Et de l'autre côté, tu as une autre partie qui est beaucoup plus bienveillante, qui est en mode non, les gens, ils carent. Les gens, ils en ont quelque chose à faire. Et là, tout d'un coup, tu réalises. Et puis là, tout d'un coup, tu es en mode ah ouais, non, je suis allée trop loin, il faut que je me fasse aider. Et puis c'est là que j'ai commencé une thérapie. Ok. Et
Et meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais. Vraiment. Parce que... Thérapie, je peux te demander quoi comme thérapie? Ouais, j'ai vu... en fait, j'avais une psychologue depuis ce qui m'était arrivé à l'armée, donc depuis 5 ans. Ouais, depuis 5 ans. Et j'ai commencé à avoir un psychiatre. Donc j'allais presque toutes les 2 semaines ou toutes les semaines à Delémont. Parce qu'il n'y avait plus personne d'autre qui avait de la place à Chaux-de-Fonds. Mais ça me faisait mon petit voyage en train aller, mon petit voyage... Ouais, c'est ça. Puis c'est hyper méditatif, le train. Vraiment, je conseille. Et c'était un gars super, vraiment. Ouais. Parce qu'à la base, j'y allais aussi, parce qu'il est spécialisé justement dans les troubles. Donc j'allais aussi le voir lui pour savoir si j'avais justement un TADA ou quelque chose qui s'y apparentait. Et puis finalement, je l'ai vu encore il y a 3 semaines. Et Ouais. puis c'est top. Franchement, j'ai guéri des trucs sans avoir quelqu'un... Je peux pas dire que c'est lui qui m'a guéri. Mais en fait, grâce à lui, grâce à ce que je disais, grâce à sa présence, et puis grâce... s'il avait une façon de travailler que j'adorais, c'était que pour me faire comprendre des choses, il me racontait des histoires de sa vie. Et du coup, c'était au travers d'une anecdote, je comprenais une morale qui avait en lien avec moi. Et du coup, j'ai un peu l'impression que je me suis... Quelque part, c'est moi qui ai fait l'effort. Je me suis responsabilisée d'aller le voir. Je me suis responsabilisée, j'ai pris machin et tout. Je me suis guérie. Tu vois? Ouais. C'est ouf. Et moi, je me pose des fois vraiment la question parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Je sais pas s'il y a 2 types de personnes, mais des gens qui... Et les gens avec qui j'ai papoté dans ce podcast, c'est tous des gens qui se sont dit, maintenant, en fait, là, il y a un truc. Mais Sabrina, Jeanne aussi, et ils ont dit, en fait, non, là, c'est stop. Là, j'ai envie de mieux aller ou j'ai envie de changer un truc et j'ai envie de me prendre en main. Exact. Et du coup, j'arrive, des fois, je me demande, c'est quoi le truc qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à engager ce step-là, tu sais. Alors, je comprends la Et il n'y a question pas de que tu jugement là poses. derrière. Il n'y a pas de jugement du tout. Moi, je pense qu'il y a aussi un gros aspect, mais ça, c'est au travers de ce que moi j'ai vécu, de ce que je peux voir chez d'autres personnes. Déjà, ça va demander de prendre ses responsabilités envers soi-même et de ne pas se laisser tomber dans un rôle de victime. De « oh, pauvre de moi, je suis une pauvre personne qui subit la société, qui subit machin, etc. » Non, ça c'est un truc que j'ai très vite appris, étant entourée par passablement de gens qui sont soit dans la psychologie, soit dans tout ce qui est thérapeute, etc. Donc en fait, tu as une espèce de triangle assez intéressant qui est, je sais plus le nom, mais tu as victime, bourreau, sauveur. Et en fait, dans les dynamiques, tu peux souvent retomber dans les mêmes choses. Et moi, j'ai pas voulu aller là-dedans. Parce que justement, j'étais entourée de personnes qui étaient tout le temps les victimes ou qui étaient tout le temps les bourreaux, etc. Puis j'étais là, mais vis-à-vis de moi-même, je m'assure en fait de refaire cette erreur-là et de retomber en burn-out plus tard si je tombe là-dedans, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, c'est quoi la responsabilité? C'est quoi la chose à faire? C'est quoi, là, tout de suite, t'es pas bien, c'est quoi d'être adulte? Bah, c'est d'être adulte, quelque part, près de ta théorie de l'enfant intérieur aussi. Tu dois prendre soin de ton enfant intérieur. Ouais, Ben, là, je vais jouer l'adulte pour l'enfant intérieur. Ouais. Et on va arrêter de pleurer sur soi, puis se dire, pauvre de nous. Le truc à faire, c'est d'aller trouver un psychiatre, demander de l'aide autour de soi. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu me conseilles quelqu'un, etc. Et d'aller tester. Les thérapies, ça aussi, c'est un truc, il faut être clair. C'est pas, tu vas aller chez le premier, puis ça va matcher. Tu as le droit d'aller faire une thérapie, aller faire une séance chez quelqu'un, dire ça joue pas, et puis d'aller essayer ailleurs. T'en as fait, toi, par ça, de la thérapie? Moi, j'en fais une, ouais. T'en fais une? Ouais. Ah, puis c'est le pied. Ouais, moi, j'adore. Comme tu souris en le disant, j'ai l'impression que c'est hyper cool. Non, oui, moi, j'adore. Ah, non, je trouve que c'est... Non, je trouve que c'est top. Et oui, alors, comme tu dis, c'est cool que tu le dises, parce que avec toutes les personnes à qui j'ai parlé, toutes les personnes-là, elles ont dû en faire 1, 2, 3 ou 4 avant de trouver le 5e qui allait bien, ou la 5e qui allait bien. Pareil. Mais je trouve ça... Non, je trouve que c'est ton moment à toi, avec quelqu'un que tu connais pas à la base, qui sort de nulle part. Exact. Et s'il y a ce feeling, c'est... je sais pas, il y a un super travail pour toi, te connaître toi et connaître ton enfant intérieur, comprendre ton vécu, ta culture, ton éducation. Exactement. Et... Ouais, tout le système, la systémique familiale aussi. Ouais, tu m'as parlé avant. Ouais. À fond. Ça, c'est aussi... ça, c'est fou à quel point on prend... le système dans lequel on est né, on le prend pour acquis. On se dit, tout le monde a eu ça, alors qu'on a des dysfonctionnements de débiles, typiquement, qui vont nous induire au perfectionnisme, à la culpabilité en permanence, etc. Et puis c'est seulement quand tu entres en thérapie que tu les vois, ces choses-là. Et puis tu es là, ah ouais, non, en fait, à aucun moment, j'ai besoin de faire exactement comme mes parents ont fait. Hein. Super, merci, je vous aime, et puis c'était cool, mais j'ai pas besoin de refaire la même chose. Au contraire, si je suis là, normalement, c'est même pour pouvoir faire mieux. Tu vois? Non, clair. Enfin, moi, c'est ça, hein, c'est un peu du désapprendre pour réapprendre.
j'ai vu deux reels sur Instagram où en fait un jeune YouTuber qui va demander à une dame très âgée dans la rue comme ça, il l'interviewe vite fait. Puis elle était là, mais vous êtes heureuse, vous avez fait ce que vous voulez faire dans votre vie. Et puis la dame qui est très âgée, elle lui dit, en fait non, nous on était trop pauvres pour se poser la question de qu'est-ce que j'aurais voulu faire quand je serais très grand. Ouais. Et maintenant, nous, peut-être qu'on a tellement un confort de fou que on a le temps d'y penser ou alors... Ouais. Ça, c'est tout tiré de la théorie de la pyramide de Maslow. Où c'est que typiquement en Suisse et au Japon, on a le plus haut taux de suicide par habitant. Mais par contre, tu vois personne qui se fout le tour dans les pays du tiers-monde. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser, leur but c'est de survivre déjà. Et en fait, ça c'est la pyramide des besoins, où tant que ton besoin de base c'est juste de savoir si tu auras à manger et tu pourras te mettre à l'abri, jamais tu vas atteindre les hauts de la pyramide, des besoins de groupe, les besoins d'appartenance, machin, etc. Et tu t'en fous. Et tu t'en fous. C'est quand tu arrives en haut, comme en Suisse, comme au Japon, comme ailleurs, où c'est que là, vraiment, tu te fous le tour parce qu'en fait, t'en viens à te poser des questions et elle est tellement loin dans un cheminement que du coup, non. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te disais que je vais vachement mieux. C'est parce que du coup, je prends tellement toutes les choses beaucoup plus à la légère. Je me rends compte que j'ai à bouffer, et c'est con parce que tu peux pas... Si tu arrives vers quelqu'un de malade et lui dire prends les choses à la légère, non mais en fait va te faire foutre. Enfin, je suis désolée, mais c'est con dit comme ça. Il y a tout un chemin à faire pour pouvoir en arriver à chill. On respire et ça va aller mieux. Mais ouais, à fond. J'ai écouté aussi un podcast pour préparer un peu ce papotage, toujours en lien avec le burn-out, la dépression. Et dans le podcast, il disait, alors c'est une statistique, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient exactement, mais il disait justement que dans une vie, une femme sur 5 va se taper une grosse dépression et un homme sur 10. Et c'est là où tu te rends compte, même 1 sur 10, enfin déjà 1 sur 5, je trouve ça énorme, 1 sur 10 c'est déjà beaucoup. Et je trouve fou à quel point on minimise. Ou alors tout le monde te dit ça va à fond, j'ai un super job, ah ouais, la vie elle est cool, ah non mais si je suis en couple, ah ouais mais là on est en train de faire un enfant, ou alors j'ai acheté une baraque, ou je me suis acheté la voiture de mes rêves. Mais c'est pas assez je me pose des fois un peu la question, c'est le prorata de combien de pourcentage dans ces gens-là vont en fait mal, mais soit ils le voient pas, ils le perçoivent pas encore, bien sûr, ou ils veulent pas forcément se l'avouer, tu vois. Ouais, il y a un peu des deux. Après il y a un truc, tu vois, ces statistiques que tu as dit là, je suis allée les regarder parce que je me doutais d'un truc à la période où je suis tombée malade, dont j'étais pas sûre et j'ai eu besoin de vérifier. Tu pourras les trouver sur Wikipédia, c'est hyper intéressant, mais justement le ratio homme-femme au niveau des statistiques, les tentatives de suicide, elles sont beaucoup plus réussies chez les hommes que chez les femmes. En fait, c'est assez fou, mais l'homme est beaucoup plus à risque de réussir les tentatives de suicide, de par le boulot, l'accès à des outils, des armes à feu, etc., que la femme. Et en fait, les dernières stats justement qui sont sorties, c'est que les hommes vont moins en faire, mais plus les réussir. Les femmes vont faire beaucoup plus et moins y arriver. Mais en fait, c'est parce qu'aussi là-dedans, et là, mais je pourrais partir dans des études et puis vouloir aller chercher là derrière, il y a aussi beaucoup qui sont induits au cycle hormonal chez la femme. Il y a des périodes, même si maintenant je dis que je vais beaucoup mieux, une semaine avant mes règles ou quand j'ai mes règles, je retourne au lit. Et j'espère que ça passe. Et je suis de nouveau au fond du bac et tout est horrible et machin. Mais là, maintenant que je vais mieux, je sais que c'est une journée. Et que le lendemain, ça ira mieux. Mais il y a toutes des phases aussi comme ça qui sont hyper difficiles à gérer. Oui. Je parlais de cette semaine, mais un peu par hasard, mais de ça, j'en parlais aussi avec une pote médecin. La dépression postpartum, quoi. Enfin, violent. Et en plus, encore pas beaucoup regardé sous un aspect où c'est que c'est pas obligé qu'elle arrive genre le moment où c'est que la femme a accouché. Des fois, ça peut venir à 1 an après, ou etc. Mais il y a ce genre de choses-là. Il y a aussi la dépression fulgurante aussi quand la mère donne le sein à l'enfant. Justement, dans un des podcasts que j'écoutais de la RTS, qui s'appelle Dingue, et je pense qu'on peut le conseiller à tout le monde, il est vraiment fou. En fait, il parlait justement de la dépression postpartum, et la dame qui témoignait, elle disait quand j'ai accouché, déjà, j'étais pas bien, et quand on m'a posé le bébé sur moi, elle a dit clairement, enlevez-moi ce truc de là, je le veux pas là. Alors après, je sais pas, il n'y a pas de jugement là derrière. Par contre, je trouve cool de dire que potentiellement c'est un truc qui est normal et que beaucoup de personnes le vivent, beaucoup de femmes le vivent. Bien sûr, et que c'est hyper mal vu parce qu'il y a quand même un espèce de truc de non mais la femme est faite pour être mère.
Normalement, c'est au moment d'accoucher que l'instinct maternel se réveille, entre guillemets. Tout d'un coup, oh, le bébé est là, machin, etc. C'est magnifique. Mais en fait, non, il y a certaines femmes, elles font un rejet total. Ouais. Mais comme, et ce qui est fou, c'est que quelque part, on en entend presque plus parler, des pères qui quittent le foyer du jour au lendemain. Ça pourrait très bien aussi être quelque part une forme de dépression postpartum, où c'est qu'il y a un rejet total en fait, de la famille, etc. Et que du coup, je me barre, je ne veux plus rien avoir avec qui que ce soit. Et en fait, voilà, ça pourrait être quelque chose, et de nouveau, là, mais je meurs de voir des études, des statistiques pour savoir est-ce que c'est assimilable ou pas, hein, est-ce que, tu vois. Et je pense que c'est tout un aspect de la psychologie, surtout de l'être humain, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et hyper passionnant. En fait, de se comprendre, de savoir comment on fonctionne, de pouvoir... je pense pas donner une raison à tout, mais au moins comprendre comment les choses fonctionnent pour pouvoir se dire, OK, ben, ça fonctionne comme ça, maintenant c'est à moi de m'adapter et de décider si je fais avec ou pas. Voilà. Et ça, grosse partie de moi, de ma dépression, d'avoir guéri de ma dépression, c'est l'acceptation et la responsabilisation. Je me suis responsabilisée en prenant soin de moi, en me disant, OK, ben, je vais faire des choix, je vais aller tester des trucs, et je vais accepter ce que la vie, elle m'offre. Et de l'autre côté, j'attends que les autres fassent le même. C'est-à-dire que maintenant, il ne faut plus qu'on vienne essayer de se déresponsabiliser envers moi. Typiquement, c'est un truc que je ne supporte plus. Les gens qui viennent vers moi, ouais, non, mais tu comprends, la société, là, je suis là, oh, non. En fait, encore plus maintenant. Encore plus maintenant. On a tellement la chance de pouvoir faire tellement de choses. Ouais. T'as dit le terme adapté, ça me fait penser aussi à un truc que j'ai entendu, je t'en parlais avant là, quand on préparait un petit peu ce papotage, puis en fait où il y avait, apparemment, je sais pas si c'est une vraie définition psychologique, psychiatrique ou autre, où la dame qui parlait, elle disait, en fait dans la psychologie, dans la psychiatrie, on définit le burn-out comme un trouble de l'adaptation. C'est juste. Et que la personne n'arrive pas à s'adapter à son nouvel environnement. Puis là, on peut parler de travail, on peut parler peut-être de famille, etc. Bien sûr. Et en fait, elle disait, c'est une définition qui me dérange énormément parce que potentiellement, l'environnement auquel on essaie de s'adapter est toxique. C'est peut-être un environnement ultra toxique et il ne faut surtout pas s'y adapter, il faut plutôt se barrer de là. Alors qu'en fait, il y a des gens qui foncent en se disant, mais en fait... C'est comme ça, pourquoi je... Typiquement, l'exemple que je te donnais avant de ma manager qui me dit tu ne performes pas assez. Puis c'est là, en fait, je bosse déjà 70 heures par semaine. Non, mais voilà, là, problème numéro 1. Pour un salaire merdique. Voilà. Non, mais disons les termes aussi, tu vois. Ouais, un boss totalement colérique qui hurle sur les gens. Et en fait, tu te dis... en fait, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais déjà un peu une conscience de me dire c'est pas normal et j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Ouais, à fond. Mais il y a peut-être des gens qui se disent c'est ton premier job et le monde du travail, c'est ça, en fait. Ça, t'acceptes et puis t'endures. Et puis, c'est la fameuse phrase en anglais picking by the bootstrap. C'est qu'on dit tu te sors les bouts de pouce du cul puis tu y vas, quoi, quelque part, tu vois, et t'acceptes parce que c'est comme ça que les générations passées sont passées par là, etc. Et là, le gros changement, c'est que déjà, tu as utilisé un terme, il m'énerve tellement, le fait de performer. Mais moi, j'ai dû guérir tout ça au travers de ma dépression, justement, le fait de performer. Si je ne faisais pas mieux que ce qui était attendu de moi, je ne performais pas. Je n'avais pas dégommé ce qu'on attendait de moi, donc je n'avais pas performé, tu vois. Mais ça, c'est de la merde. Parce qu'en plus, c'est l'enfer, parce que la phrase, moi je suis hyper d'accord avec cette médecin dans le sens où c'est qu'on dit t'es pas bien adapté à l'environnement. Non, on reste des animaux. Moi, ça, c'est un truc que tu me l'enlèveras pas. On a un instinct. Si cet instinct, il te dit casse-toi de là, mais tu te casses, tu discutes pas en fait. Tu peux tester, tu peux voir, tu regardes combien de temps tu tiens, ok. Si depuis le début, tu sens que ça allait pas le faire. Ouais. Moi, je trouve, là, c'est la question que je me suis posée, je pense, sans même m'en rendre compte, mais que dorénavant, je pense que je vais essayer de me poser à chaque fois, mais même au sein de tes amis, au sein de ta famille, souper de Noël ou autre. Est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à fonctionner dans cet environnement-là, ou est-ce que c'est l'environnement qui dysfonctionne totalement? Et du coup, tu as parlé de valeurs avant, et je suis pas en accord avec ces valeurs, je suis pas aligné à ça, et du coup, complètement. Et je pense que c'est ok de se barrer si. Typiquement, un des plus gros trucs pour moi qui ressort en ce moment et dont on parle enfin, c'est le fait de ne pas être en accord avec ses valeurs familiales et de plus être dans un système qui dysfonctionne. Combien de gens restent dans un système familial dysfonctionnel qui peut-être n'acceptent pas leur genre, leur orientation sexuelle, leur choix de métier, etc. et restent parce que c'est la famille.
Non, mais il y a des générations de parents, de gens qui ont vécu des incestes pour des trucs comme ça et de choses encore plus violentes, juste sous prétexte que c'est la famille. Et ça, c'est typiquement un truc pour moi qui est hyper important. S'il y a des choses, des limites qui sont dépassées, famille ou pas, il faut dire les termes. Il faut dire, ça, c'est ma limite, elle est dépassée. Donc maintenant, soit tu t'excuses ou alors on en discute et machin, soit c'est fini, stop. Ouais. Tu vois ? C'est vrai. Mais c'est tellement dur parce qu'au final, mettre ses limites, j'ai l'impression que pour moi, ça commence par là, c'est que si tu arrives à les mettre avec la famille, après, au boulot, partout ailleurs. J'avais vu une vidéo qui m'avait fait assez rire, mais qui était ultra pertinente à mon avis. C'était en fait quelqu'un qui disait t'es peut-être la première personne dans toute ta famille, dans tout ton arbre généalogique. Ouais. Qui guérir tes traumas. Ouais, qui dit arrête tout ça. Ouais. Et derrière toi, tu as tous tes ancêtres qui sont là en train d'applaudir. Ça fait fonce. Parce qu'ils sont enterrés et puis ils se sont dit on aurait dû le faire nous-mêmes, puis on l'a jamais fait. Tu vois. Ouais. C'est ça. Mais typiquement, tu vois, je te parlais de la situation où c'est que moi j'ai été suicidaire, où c'est que j'avais l'impression d'avoir que ce chemin A et B. Et typiquement, quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi. Pour être plus clair, donc j'avais un métier de médiamaticienne, marketing, etc. Là, je m'apprête la semaine prochaine à partir pour 4 mois dans une école en Angleterre pour devenir capitaine de bateau. Peut-être aider aussi les gens à comprendre à quel point je pars vraiment dans l'autre direction. Ouais. Et j'ai compris quelque chose d'assez fort, que tu parlais du poids que les ancêtres peuvent avoir sur nous. À quel point moi, en tant que femme, dans ma lignée de femme, je suis peut-être la première à pouvoir faire ça, en fait. À pouvoir choisir un métier que j'ai vraiment envie de faire, à pas devoir mettre une famille avant moi et à me dire c'est OK, en fait. Les enfants, tu pourras en faire peut-être plus tard, si vraiment t'en as envie, puis peut-être t'en as pas envie. Ouais. Peut-être ça sera jamais la priorité numéro 1. Et ça, je peux le faire. À l'instar de mes grands-mères qui auraient voulu, une des deux, je sais qu'elle aurait adoré pouvoir être décoratrice d'intérieur. Ben non. Mais parce que pas l'accès forcément aux études, pas forcément l'accès à ce genre de choses. Et puis tout d'un coup, là, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, mais non, mais là, t'as tes ancêtres quelque part qui attendent sur toi puis qui sont là, meuf, vas-y, parce que nous, on n'a pas pu le faire, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. Et de l'autre côté, ça veut dire quitter une relation de 7 ans, ça veut dire tout ça, et c'est hyper lourd. Et puis t'es là, mais est-ce que vraiment je suis pas... En fait, j'ai l'impression d'être coincée entre quelque chose où c'est soit la pire décision, soit la meilleure décision de ma vie. Et j'ai pas d'entre-deux. Tu vois ? Mais je vais le faire. Parce que je sais que si je fais pas ça maintenant, je vais pas à la découverte de ce truc maintenant, dans 5 ans, je repète un plomb comme maintenant. Hein. Okay. C'est évident. Mais du coup, on en parlait avant, il y a des numéros qu'on peut appeler en situation d'urgence, et je pense que c'est peut-être important et intéressant et même nécessaire. Absolument. De les mentionner là. Je sais pas si toi, tu veux les mentionner. Ouais, à fond. Déjà, pour les ados, les jeunes, il y a le 147. C'est Juventud qui fait ça. Moi, je me rappelle déjà à l'école, à l'époque, c'était pas hyper intelligent, mais on appelait ce numéro parce que t'as tout le temps quelqu'un qui répond. Et quand t'es ado et que t'es un peu con, c'est sympa de faire des blagues téléphoniques, mais du coup, voilà. Pour les jeunes, il y a le 147. Ouais. Pour les adultes, il y a le 143. C'est la main tendue. Donc là, c'est un numéro de téléphone qui est joignable en permanence, où c'est qu'il y a besoin de quelqu'un maintenant. Et si tu n'as personne d'autre, là, tu as quelqu'un. 143. Et après, il y a les CUP, donc les centres d'urgence psychiatrique, où c'est que normalement, il y en a à peu près partout, en tout cas en Suisse romande, il me semble maintenant, s'il y a un hôpital. En tout cas, je sais qu'il y en a un à Chaux-de-Fonds. Il me semble qu'il y en a un à Neuchâtel aussi, à se renseigner par rapport à où vous êtes. Et hyper important, on a des personnes maintenant qui sont formées par l'ENSA, donc qui sont des personnes qui font les Samaritains. Mais ce n'est pas l'urgence physique, c'est l'urgence psychologique. Et du coup, c'est des personnes qui seront aptes à gérer une urgence psychologique quand il y a besoin. Maintenant, on dit toujours il y a gérer l'urgence et puis il y a gérer la suite. On connaît la situation malheureusement dans notre région où c'est que les rendez-vous, que ce soit psychiatre, psychologique, ça devient compliqué d'en avoir rapidement. J'ai envie de dire, au pire, si vraiment faites comme moi et allez chercher dans un autre canton. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement. Et sinon, entourez-vous. Vraiment, parlez. Ouais. Même si vous avez honte, même si je jure que vraiment, les réactions que j'ai eues de mes proches en parlant de ce que je vivais, je ne pensais pas. J'ai été vraiment à ce niveau-là surprise en bien. Sur ça, je voulais dire avant, mais j'ai oublié. Je trouve méga courageux que tu en aies parlé avec ta famille à part ça. Hein. Sans vouloir lancer le truc. Mais à fond. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où c'est qu'on a
toujours très vite parlé de certaines Il n'y a choses. pas de tabou sur certains discours. Non. Quoi. En fait, mon père a été malade quand on était jeune d'une maladie qui se transmettait de manière assez exceptionnelle. Enfin, voilà, une MST. Maladie très lourde. Il a dû faire un traitement qui était en plus à l'époque en test. Et du coup, très vite, on est venu sur les sujets. OK, c'est quoi ce genre de maladie? Comment ça se transmet? De quoi est-ce qu'on parle? Du coup, très vite, j'ai été dans le bain de toutes les discussions autour de l'homosexualité, les drogues, machin, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'à peu près à la même période où c'est que moi je vivais mon burn-out et ma dépression, mon père en faisait une à la suite de son arrivée à la retraite. Du coup, on a pu un peu échanger là-dessus. Ouais. On n'est pas encore d'accord sur tout. Ouais, ouais. On a chacun nos façons de voir les choses. Oui, mais je trouve ça même cool parce que avoir des points de vue différents, ça suscite du débat, de la discussion. C'est ça, à fond. Et Eleanor, je pense que comme d'habitude, on pourrait rester là à parler pendant 3 heures. De fou. On va peut-être faire un deuxième épisode sur la guérison. Ouais, à fond. Mais en tout cas, je pense que je peux que te remercier pour tout ton partage. Mais merci à toi. Parce que c'est des thématiques qui ne sont pas toujours très simples à aborder. Et toi, tu l'as fait avec le sourire, donc merci. Non, mais vraiment, merci. Et j'espère que les gens qui regarderont cette vidéo, ou écouteront le son, en tout cas, l'audio, ils pourront trouver un peu quelque chose pour eux. Ouais, si vous pouvez, allez-y. Il y a la petite tradition de la fin, tu sais, où en fait, la dernière personne à qui j'ai parlé, là, en l'occurrence, c'était Julien, qui est psychologue à Lausanne. Trop bien. Qui a laissé une question pour toi. Ah, génial. Alors, purée, c'est fou parce que avec lui, on avait parlé de la thématique de l'amour. Ok, trop bien. Donc, c'est une thématique très particulière, peut-être un peu macabre pour certains. Mais je pense que, en tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs et j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Du coup, la question, elle est peut-être un peu macabre aussi. Ouais, vas-y. Mais du coup, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Hein, voilà. Et en fait, lui, la question, parce qu'il a voulu rester dans le thème, il a dit... et sa question, elle venait vraiment du fait, est-ce que tu es heureux dans ta vie et qu'est-ce que tu souhaites accomplir? Et la question, c'était qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi à ton enterrement, en fait? Je vais juste te raconter une petite anecdote qui va aller avec la réponse de cette question. On a fait tout un travail de thérapie de couple avec mon partenaire suite à ce qui m'est arrivé. Et on a mis sur table aussi quelles étaient les choses où c'est que si je les faisais pas dans ma vie, ça me ferait vraiment chier, justement. Genre, lit de mort, le truc que t'as pas fait, qui te casse les bonbons. Et ça, c'est un truc qui est tellement, je trouve, absolu au niveau de la personne que tu vas aussi justement pouvoir savoir si est-ce qu'on construit une relation vraiment à long terme ensemble ou pas. Tu vois, genre, tu veux poser les cartes sur table, ça, c'est fou. Et je pense à avoir un peu, par rapport à moi, j'ai toujours essayé d'être quelqu'un le plus gentil possible. Mais des fois, de sorte à moi me mettre au second plan. Tout te saboter. Ouais, de fou. Mais qu'on dise, ah, au moins, elle est sympa, tu vois. et ça, j'avoue, je le ferai plus maintenant. Je mettrai des limites, je mettrai des responsabilités. Et je pense que le truc que j'aimerais qu'on dise à mon enterrement, c'est qu'on pouvait compter sur moi. Ça, je pense que c'est le truc en mode, voilà, elle a merdé comme tout le monde, elle a fait des choix, elle a fait des trucs, mais putain, elle est allée au bout, quoi. Tu vois. Et puis, même si, par exemple, l'armée, j'ai fait un mois, j'ai pas fini en soi, mais je suis allée voir ce que c'est. Et maintenant, j'ai cet avantage de pouvoir en parler, avoir été à l'intérieur. Pouvoir dire aux gens, oui, c'est violent. Oui, c'est de la merde et non, ça ne devrait pas être obligatoire. Mais j'ai ce truc de, comptez sur moi pour vous raconter comment c'est de l'intérieur, quoi. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Cool, merci. Mais, et toi, du coup? C'est quoi la question? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi à ton enterrement? C'est une excellente question. J'y pensais aussi ce matin. Ouais, c'est fou. Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'on ferait? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a une part, le fait que les gens se disent, pour moi, il y a un truc, c'est que potentiellement, ça peut arriver demain et ça peut arriver dans 50 ans. C'est ça. Et si ça arrive demain, c'est qu'on puisse les gens puissent se dire, Marco, il a fait ce qu'il avait envie de faire. Ouais, tu vois. C'est exactement ce que je pensais. Et typiquement, ce projet de papotage, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur depuis 6 ans. Oui. Et du coup, ça. Et après, je pense la disponibilité aussi. Ouais. Et c'est cool parce que je crois que je suis en train de mentorer de gens qui sont disponibles, donc ils partagent ça aussi. Et voilà, de nouveau, tu vois, le fait que cette personne que je connaissais assez, pas assez bien, un peu, qui m'appelle en me disant Marco, j'ai besoin de te voir maintenant. À fond. Alors qu'en fait, on n'a pas des affinités de fou, hein, on n'est pas. Mais des fois, il n'y a pas besoin.
bah, ça te nourrit aussi. À fond, Donc, ouais, complètement. faire ce que j'ai envie de faire et puis disponibilité un peu comme toi, Ouais. quoi. Ah, trop bien, Mm. trop bien. Bah écoute, merci. Ouais. Merci de la question. Oh, avec La plaisir. première à me retenir la Ouais, question. tu vois, Je- Ah, trop bien. Et puis, du coup, tu as le même petit honneur que les autres. Ah, trop bien. Tu peux laisser une petite question pour la prochaine personne. Ouais. Du coup, tu sais, je peux pas encore te dire qui c'est. Bah non, Même je si je sais. je verrai ça dans le prochain Mm. épisode. Mais du coup, tu peux inventer une question et puis Page de noter gauche ici. ou page de droite? Page de droite? Ouais, Très bien, on je fais ça. garde la chose esthétique. À fond. Très bien. Je te laisse noter tranquillement. Yes. J'ai déjà réfléchi en plus avant. C'est vrai? Ah ouais, trop bien.